la semaine passée, on a parlé croissance économique et à l'occasion, j'ai fait un parti pris congolais où on a décrypté le fait que la RDC soit passée de 6,2% de 6,2 à 8,6%. Donc, croissance en hausse et c'est une bonne nouvelle. On a applaudi, mais ça ne nous a pas empêché de se poser des questions qui fâchent, de se poser des vraies questions que nous devons poser à nos dirigeants et de tracer toutes ces pistes de réflexion que l'on se doit, nous, en tant que jeunes Africains, Congolais, en tant que jeunes intellectuels, en tant que jeunes tout à fait dotés d'un esprit critique. Et voilà, nous nous devons d'avoir ces réflexions-là et toujours dans le respect, dans la bonne humeur, toujours dans l'intransigeance intellectuelle. Donc voilà. On avait parlé croissance et aujourd'hui, je reviens là-dessus parce que j'avais donné beaucoup de... et je vous renvoie d'ailleurs, numéro 69, allez voir, Parti pris congolais, on a beaucoup parlé sur la croissance en RDC, croissance économique notamment, et certains risques. Un d'entre eux, et vraiment un vrai bémol, c'est l'hyperdépendance du secteur minier. Alors, figurez-vous, la RDC n'est pas la seule à être dans cette situation-là et vous verrez que cette année 2023 en Afrique, beaucoup de pays seront un peu à la traîne. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir ici, les prix des matières premières devraient chuter de 21% en 2023 et rester stables en 2024. 2024, c'est demain, on n'y est pas encore, mais aujourd'hui, là, 2023, on est dans une situation où les prix des matières premières vont chuter. Et l'impact ici, c'est que les pays africains notamment, en croissance cette année, qui sont hyper dépendants de leurs revenus tirés par les industries extractives, eh ben, ces pays-là, ils auront beaucoup de soucis à se faire. Ils auront beaucoup de soucis à se faire parce que aujourd'hui, on est en train de surfer sur les hauts prix, sur les prix très élevés des commodities, des matières premières, et c'est bien, mais on en a parlé ici la semaine passée, rappelez-vous, et dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. C'est difficile de développer un pays, c'est difficile que cette croissance-là ruisselle jusque dans ton plat, jusque dans mon plat, jusque dans le panier de la ménagère, aussi longtemps qu'elle reste aussi maladivement tirée, aussi obèsement, aussi mal tirée par uniquement les secteurs, les industries extractives. Parce que ces secteurs-là, c'est des secteurs que l'on ne maîtrise pas, nous, Africains. Parce que la plupart de ces denrées, la plupart de ces matières premières, elles ne sont pas vendues en Afrique, elles ne sont pas traitées en Afrique, et pour beaucoup d'entre nous, elles ne sont même pas transformées en Afrique. Quand il y a une transformation, c'est vraiment une transformation, mais alors élémentaire, basique, qui ne crée pas autant d'emplois qu'elle devrait. C'est une transformation qui n'est pas ressentie dans l'impact social. J'ai rappelé que moi, j'ai eu la chance de grandir dans une région minière de la RDC et grâce à ça, en dépit de tous les autres abus qui pouvaient exister, j'ai bénéficié de l'une des meilleures écoles, de l'un des meilleurs systèmes éducatifs de ce pays-là. Voilà, c'est moi et les milliers d'enfants comme moi, comme on les appelle, on aime à les appeler enfants Gécamine. Voilà, du nom de la Générale des Carrières et des Mines, une entreprise qui a exploité, et c'est l'entreprise, c'est le pendant de l'État congolais dans les mines, mais voilà, qui découle de l'Union minière du Haut-Katanga, donc bref, des Belges. Mais ce que j'ai fait ressortir, c'est que lorsque l'exploitation des minerais était faite, nonobstant tous les autres bémols que l'on peut mettre ici, une chose est indéniable, quand nous étions jeunes, moi et les gens de ma génération, et même les gens qui sont venus avant moi, on avait un excellent système éducatif, on avait des excellents hôpitaux, on avait des bibliothèques, la culture était vraiment amplifiée, et ça a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Tu accélères le film de 20, 30 ans, tu as ce que aujourd'hui la plupart des acteurs miniers en RDC font. C'est-à-dire, on creuse, on laisse des dégâts environnementaux, on se barre, on va faire fortune à Toronto, on va faire fortune dans tous les autres stock exchange du monde et on laisse la population dans sa misère la plus totale. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe à l'est de la RDC, sur les mines de coltan, métal ô combien, minerai ô combien stratégique pour tous les enjeux de développement aujourd'hui. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe dans le Grand Katanga, vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe dans le Kasaï, sur le diamant, etc. La liste n'en finit pas. Donc voilà, c'était vraiment, la semaine passée, on a essayé d'opiner là-dessus. Et aujourd'hui, je reviens pour dire, hélas, la RDC n'est pas la seule dans cette situation-là parce que même la Zambie
est en train de faire face à des problèmes similaires, à savoir le prix des matières premières qui est en train de baisser. Et donc, du coup, la croissance est en berne. La croissance est en berne et voilà, ça nous amène un peu à nous arrêter sur ce pays que j'aime bien, ce pays frontalier à mon pays, la RDC, et ce pays qui, comme la RDC, a beaucoup de dépendance aussi sur son secteur extractif. Et donc, on va essayer d'y voir un peu plus clair, de plonger. Si vous en savez un peu plus, n'hésitez pas de me faire un petit commentaire, de me faire un petit like, de partager la vidéo. Alors, les amis, vous savez, moi, j'aime bien, je suis un gros passionné d'histoire géo. Donc, chaque fois que je parle d'un pays, j'aime bien aller faire un petit tour, vous présenter sa carte d'identité Wikipédia, vous présenter sa fiche technique. Moi, j'adore ça, j'adore les cartes, j'adore comprendre les pays. Donc, ça, c'est pas un cours d'histoire géo, mais ça nous permet un peu de contextualiser notre discussion. Et on est en train de parler là d'un pays minier, qui a d'autres richesses, qui a d'autres potentialités, mais certainement un pays minier, la Zambie, que vous voyez sur votre écran, notamment avec le Copper Belt. Le Copper Belt, c'est en fait la ceinture de cuivre, c'est ça que Copper Belt veut dire, ceinture de cuivre en français, et c'est un peu tout cet arc-là qui va de Solwezi à Mufulira, à Kitwe, Andola, Kaperimposhi, Kabwe, et jusque, donc, qui entoure un peu la petite queue au sud-est de la RDC, et évidemment qui remonte jusque dans le Grand Katanga, Likasi, Lubumbashi, Kolwezi, Kipushi, etc. Et donc, les amis, ça c'est un pays très riche aussi, la Zambie, en termes de, voilà, qui produit du cuivre et d'autres métaux. Et un pays qui a beaucoup d'atouts, hein, il faut le dire, c'est pas un pays à la taille de la RDC, hein, toute proportion gardée. La Zambie, c'est quand même 20 millions d'habitants, donc c'est un pays voilà, c'est un pays à l'échelle africaine, c'est pas le plus petit, c'est pas parmi les plus gros, c'est un pays assez moyen, voire un peu vers les plus petits, mais c'est un grand pays par la taille, c'est un pays où il y a de super espaces. Si vous aimez les savanes, si vous aimez le climat un peu chaud, la savane, c'est un pays que vous allez aimer, c'est un peu comme le climat que nous retrouvons dans le Grand Katanga. Et voilà, donc moi j'adore faire la route entre Lubumbashi et Johannesburg, par exemple. C'est très beau, voilà. Et parmi les atouts de la Zambie, par exemple, vous voyez, bon, atouts, mais en tout cas caractéristiques, c'est le PIB. Le PIB de la Zambie aujourd'hui, en tout cas à la dernière estimation, donc à la dernière année calculée, c'est 2021-2022, le PIB c'était 1300 par habitant. 1300 $ par habitant, c'est déjà au-dessus. La RDC, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, la RDC, c'est 600 $ par habitant de PIB. Donc, la Zambie, c'est facilement le double de ça. Mais, ben, on se retrouve à parler d'un pays qui, évidemment, se développe, évidemment, essaye de se développer, mais très endetté, très pris à la gorge par tous les contrats chinois. Allez, ça vous dit un peu quelque chose, surtout si vous êtes congolais et vous voyez un peu tous ces abus qui découlent de l'exploitation et voilà, de la vente du pays à la découpe, notamment aux Asiatiques, aux Chinois, pour ne pas les citer, etc. Donc, c'est un pays, voilà, sur lequel il réside quand même pas un nombre assez important d'atouts. Et d'ailleurs, juste en parlant de PIB et de revenus, vous voyez, la Zambie nage entre 1300 et 1500 par habitant. Donc, vous le retrouvez un peu dans ce qu'on appelle pays à revenus moyens, donc la tranche basse des pays à revenus moyens, en anglais Lower Middle Income Country. Donc, si vous vous rappelez peut-être, on en a parlé ici, mais juste pour remettre les choses en perspective, à moins de 1000 $, 1045 $, votre pays est un pays pauvre. Donc, certains diront même des pays comme la RDC. J'entendais quelqu'un parler de la RDC comme un pays sous-pauvre parce que moins de 1000, ça devient encore, moins de 1000, moins de 800, ça devient encore plus critique. Mais en tout cas, la définition, on va dire officielle, la catégorisation officielle, c'est que moins de 1000 $, moins de 1045 $, vous êtes un pays à revenus faibles, c'est-à-dire un pays pauvre, pour dire les choses très clairement. Quand vous rentrez dans la tranche de 1045 à 4000, donc comme là où la Zambie se situe, parce que la Zambie nage dans les 1300, 1500 par là, alors là, vous êtes un pays à revenus moyens, mais vous restez encore dans la tranche basse parce que quand vous dépassez les 4000, là, vous êtes un pays à revenus moyens, mais dans la tranche haute, et on les appelle aussi les pays émergents. Beaucoup de pays émergents se retrouvent dans la tranche quand vous commencez à attaquer les 10 000 $. Donc, vous êtes bien au-delà de 4 000 $, mais vous n'êtes pas encore à 12 000 $, parce que 12 000 $, là, c'est les pays
à haut revenu, qu'on appelle aussi les pays riches, les pays industrialisés. Voilà, donc aujourd'hui, on se concentre sur la Zambie, qui est un pays encore qui vient d'émerger de la pauvreté, mais qui reste dans la tranche basse des pays à revenus moyens, et donc qui a du potentiel. Potentiel pour, pour potentiel pour notamment faire face à ce défi qui est en fait le ralentissement de la croissance. La croissance en 2023 en Zambie, elle est projetée à 4,2%. C'est moins que les presque 5% que la Zambie a fait en 2020, donc l'année passée, en 2022. Donc 2023, ça sera un peu en baisse, mais en baisse parce que notamment les prix des matières premières, les prix de ces matières premières vont chuter de 20%. C'est un peu pour nous rappeler, pour nous remémorer, nous, Africains notamment, que voilà, nous avons un sérieux problème qui est celui de la dépendance assez accrue sur les matières premières. Je vous rappelle, je vous renvoie vraiment sur le numéro 69 que nous avons fait, notre parti pris congolais de la semaine passée. Merci à vous tous qui avez participé à la discussion qui a continué sur les réseaux sociaux. Excellent, excellent. Alors, je vois ici, il y a un commentaire. Berka, welcome back, merci beaucoup. Je vois, c'est un commentaire en anglais, je vais le lire rapidement. Following from Cameroon. Thank you. Welcome from Cameroon, brother. The drop in commodity prices is a general problem in Africa. The way Africa is for African countries is to the way forward for African countries is to add value by transforming or teaming up and confronting the market as a group, which will enable them to determine the prices. If these two methods are adopted, it will positively impact on our balance of payment. Thank you so much. Merci infiniment. Alors, pour les francophones, je vais résumer la pensée de notre ami Berka, qui nous dit sa réflexion à ce stade, c'est que voilà, on a un sérieux problème en Afrique, c'est que voilà, on est trop dépendant des matières premières. Et il ne nous informe rien parce que c'est vraiment de cela que nous sommes en train de parler. Et sa piste de solution, je te remercie d'ailleurs pour ça, sa piste de solution, c'est il faut transformer localement. Est-ce qu'on n'en a pas parlé ici la semaine passée, les amis? Transformation locale. Je vous ai mis quelques épisodes. Allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir, je vous ai mis même des résumés. Il y en a un qui parle spécifiquement de la transformation locale. Donc, Berka, il nous dit, sa solution à lui, c'est la transformation locale. Parce que les amis, la transformation locale, elle crée des emplois, elle développe elle développe le capital humain, elle développe la santé, elle développe le social localement, et donc on devient plus compétitif. Mais la deuxième piste que Berka nous suggère ici, c'est en fait de se grouper. On joue beaucoup trop solo sur la scène internationale en tant qu'Africain. Et moi, je ne peux pas être plus d'accord avec ça. C'est qu'aujourd'hui, chaque pays essaie d'aller jouer, d'aller faire les gros bras sur les grandes plateformes financières, et on se retrouve là-bas beaucoup trop petit. Alors que peut-être déjà, en tant que blocs régionaux, ça pourrait être une possibilité. Donc, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. C'est compliqué. Moi, tout ce qui est bloc régional, tout ce qui est groupement en Afrique en ce moment, comprenez mon émotion, comme dirait le maréchal Mobutu, les amis. Moi, je suis congolais, hein, donc on va pas se cacher. Je suis congolais, et en ce moment, mon pays est suffisamment meurtri par notamment par des conséquences, des adhésions ou des considérations régionales qui n'ont pas été conçues comme gagnant-gagnant, ou qu'il était, mais que mes dirigeants n'ont pas, nos dirigeants n'ont pas suffisamment tiré la couverture de leur côté, étaient suffisamment smart pour faire peser leur poids, notamment géopolitique. Donc, tout Congolais en ce moment est un peu effarouché lorsqu'on lui parle de groupement, de voilà, faisons ceci seul. Il arrive à un moment de désorganisation d'un État, de désorganisation d'un peuple, de déstructuration d'un peuple, où on se dit, est-ce qu'on ne devrait pas s'arrêter un moment, mettre de l'ordre chez nous avant de sortir pour se réorganiser avec les autres? Ça se passerait dans ton foyer, ça se passerait dans ta maison. Si ta maison était tellement en désordre, et puis on t'amène des coopératives du quartier où il faut faire ça en partenariat avec tel autre, en théorie, c'est un levier. Tous ensemble ou à plusieurs, on fait plus que chacun d'entre nous peut faire tout seul. Seulement, lorsque toi, déjà à ton niveau, mais t'es tellement, mais alors c'est le bazar total. Parfois,
avant d'aller sauter dans les bras de tout le monde pour des partenariats de ceci, des groupements de cela, des sous-régions de cela, il faut tout simplement nettoyer devant ta porte, mettre de l'ordre chez toi, et puis ça prendra le temps que ça prendra, et plus tard, tu pourras revenir avec plus à donner aux autres, justement. Parce que tous ces groupements, tous ces partenariats, toutes ces équipes, ça doit être gagnant-gagnant, c'est-à-dire tu amènes quoi et tu gagnes quoi. Et aujourd'hui, bon, voilà, c'est pas un parti pris congolais, donc je vais pas entrer très en détail sur mon ressenti en tant que Congolais en ce moment, mais je suis tout à fait d'accord sur le principe. Les Africains devraient commencer à s'unir en termes de chaîne de valeur pour peser plus à l'international. Donc, merci infiniment, Berka, pour cette réflexion. Et les autres, dites-moi ce que vous en pensez. Berka nous a dit, lui, ce qu'il en pense, et c'est certainement une piste exploitable. Et vous, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis à l'écoute, les amis. Donc voilà, on va continuer sur la Zambie. Mais le truc, c'est que, bon, les Zambiens, dans cette période difficile qu'ils sont en train d'anticiper, comme nous tous, on devrait anticiper, en allant dans cette année 2023 où les coûts des matières premières vont chuter et donc les croissances plutôt extravagantes de 2022 risquent de ne pas se répéter, il faut déjà commencer à anticiper. Et c'est dans ce cadre que j'essayais de voir ce que la Zambie fait. D'ailleurs, si vous en savez plus, si vous avez travaillé sur le sujet, ou si même vous êtes carrément basé là-bas, ou c'est un pays que vous connaissez bien, faites-moi votre petit commentaire là-dessus. Moi, j'ai trouvé que la Zambie avait quand même fait un petit pas dans la réflexion. Alors, dites-moi comment ça se passe exactement sur le terrain, mais dans la réflexion, je suis tombé sur un tas de littérature, notamment cette note, ce document qui résumait, en fait, il est intitulé Economic Diversification in Zambia, Are we getting there? C'est en fait un état de lieu de où est-ce qu'on en est dans cet effort de diversification en Zambie. Et les axes, ils sont absolument importants, ils sont très intéressants. Moi, j'ai été vraiment accroché par ce document parce que on voit vraiment des axes très bien élaborés que la Zambie, et ils ont un plan, en fait. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ils ont un plan. Et le plan se décline de manière tout à fait sectorielle, et un des secteurs, je vous en cite quelques-uns ici que vous pouvez voir là. Le premier, c'est l'agriculture. L'agriculture, c'est un pays agricole. Voyez-vous, moi, j'en sais quelque chose. Tout Congolais en sait quelque chose, surtout si vous habitez dans les régions frontalières à la Zambie, notamment dans le Grand Katanga. Eh ben, chaque année, il ne se passe pas 2 ans sans que on prenne les mêmes et on recommence. Au moment où je parle, vous le savez comme moi probablement, que nous avons une délégation de ministres qui sont allés notamment faire du lobbying et essayer de faire bouger les choses pour que la Zambie nous vienne en aide, parce que le prix de la farine de maïs devient carrément une calamité, une inquiétude. Je ne sais même pas si je peux même dire que ça commence à menacer même peut-être la cohésion sociale ou même la sécurité. Parce que voilà, quand les gens ne peuvent pas manger, vous savez, on a regardé la marche du monde, on a connu des mouvements sociaux de grande ampleur qui sont partis du prix du pain, du prix du blé, des denrées de base. Et donc, tout gouvernement responsable devrait faire ce que mon gouvernement est en train d'essayer de faire en ce moment, à savoir trouver des solutions à cette problématique de prix de la farine de maïs. Parce que la farine de maïs, c'est notre aliment de base, notamment dans le Grand Katanga, le bunga, pour faire le bukari. On badine pas avec ça. On badine pas avec ça. Tu peux jouer avec le prix du pain, tu peux jouer avec le prix du riz, mais bunga, on touche pas à ça quand tu es dans le Grand Katanga. Eh ben, je suis certain que beaucoup ici qui m'écoutent, vous savez de quoi je parle. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, aujourd'hui, le gouvernement congolais a une forte délégation qui a fait quelques pays, Zambie, Afrique du Sud notamment, pour essayer de résoudre cette problématique-là dans le secteur agricole. Moi, je dirais, c'est la moindre des choses. C'est alors la moindre des choses. Et encore, je suis indulgent parce que je comprends que, OK, il y a déjà un problème, il faut qu'on l'attaque. Mais le problème, on n'est pas en train de l'attaquer à la racine. C'est un sujet pour un autre jour, mais c'est pas la première fois qu'on fait du lobbying avec la Zambie pour qu'on arrive à nous envoyer un peu de maïs à un prix abordable. Et alors, la solution pour nous, c'est de développer notre secteur agricole. Ça s'applique en RDC, ça s'applique partout où vous vous trouvez.
y compris au Mali où je vois, on a un commentaire. Merci beaucoup, Bilal Oumarou Cissé. Merci beaucoup. Salut depuis le Mali, c'est vraiment intéressant. J'apprécie ton commentaire. Dis-nous en particulier si tu trouves quelque chose de particulièrement intéressant. Et dis-nous aussi, Cissé, dis-nous aussi comment ce que nos discussions s'appliquent dans ton pays. Enrichis cette discussion de ta perspective malienne. Ça va nous faire grandir en tant qu'Africains. C'est ça l'esprit de cette plateforme. Et donc, pour revenir à la Zambie, secteur agricole, agribusiness, c'est essentiel et ce document est en train de vraiment comment donner un élaboré sur ce que la Zambie prévoit de faire là-dessus et a déjà commencé à faire. Moi, j'aimerais voir ça en RDC. J'aimerais voir ça dans. Je vous verrai probablement voir ça dans votre pays, surtout quand vous savez qu'aujourd'hui, on est plus personne d'entre nous n'est à l'abri des sécheresses. C'est soit les sécheresses, soit c'est les pluies intempestives qui détruisent les récoltes. Bref, on dirait que tout est contre nous. La nature est contre nous. L'autre jour, j'écoutais, c'était, je peux me tromper, mais je crois que c'était à Manono. Carrément, les pachydermes sont fâchés. Donc, les éléphants, ils viennent là, ils détruisent toute la production de tout un groupe de villages comme ça et tuent quelques villageois au passage. C'est terrible. C'est-à-dire, il y a de ces moments où on n'a déjà pas eu peut-être de pluie suffisante. C'est une année exceptionnellement sèche avec tous les bouleversements climatiques qui se passent et qui n'épargnent aucune région. Eh bien, vous avez aussi maintenant les éléphants qui s'invitent à la fête, qui viennent comme ça et qui écrasent nos mamans, qui vont faire les champs, qui détruisent nos récoltes. Et donc, c'est vraiment, mais c'est le comble du malheur, les amis. C'est le comble du malheur. Comme on dit, le malheur ne vient jamais seul. Tu es dans le désert, tu crèves de faim, et puis un serpent, il vient, il te pique encore, il te mord. Hein? Bon, bref. Donc, c'est ça. Agribusiness. Alors, il y a les mines aussi, en ce qui concerne la Zambie, parce que, hey, les secteurs extractifs, on doit commencer à arrêter à en parler comme des malédictions. Ce n'est pas des malédictions, c'est des bénédictions. C'est nos avantages comparatifs. On a parlé avantages compétitifs et comparatifs la semaine passée, pardon, dans le numéro passé. Je n'y reviens pas pour gagner le temps. Mais tout simplement pour vous dire, on ne doit pas avoir honte de nos richesses. On doit les exploiter. Donc, l'idée ici n'est pas de dire, voilà, il faut abandonner les richesses minières. De toute façon, ça ne se ferait même pas. Même si moi, je le prêchais ici, ça ne se fera même pas parce que nos États ils en sont tellement dépendants, notamment pour leurs revenus, pour les devises dans nos pays, que de toute façon, personne ne m'écoutera. L'idée ici, c'est de rééquilibrer le mix, que les industries extractives qui constituent votre avantage restent là, mais que vous accroissiez d'autres secteurs comme le secteur agricole dans ces pays. Jusque-là, j'ai parlé que du Mali, de la RDC, qui sont des pays agricoles. Ce ne sont même pas, c'est même pas comme si on demandait de rendre un désert fertile. Non. C'est pas comme si on demandait des projets compliqués où on demandait de renverser le cours des rivières ou de faire des rivières souterraines ou de construire des rivières artificielles dans un désert. Nous parlons de pays qui ont 2 saisons de pluie, 2 saisons sèches par an. Nous parlons de pays qui ont une hydrographie ou plutôt une pluviométrie assez suffisante. Nous parlons des sols où tout pousse, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je vais lire un commentaire rapidement avant de continuer. Merci Clinton pour ton commentaire. Je me demande pourquoi envoyer les ministres pour aller faire le lobbying en Zambie alors que la RDC a plus de terres arables que le gouvernement pourrait exploiter pour donner au peuple congolais ce que la Zambie offre à son peuple et aussi voire même exporter dans les jours à venir pour en faire profiter aux pays voisins comme la Zambie et le pays le font. Merci beaucoup Clinton, c'est la réflexion, c'est la réflexion. Franchement, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué à expliquer, c'est compliqué à expliquer. Il faudrait peut-être que le gouvernement congolais s'explique, j'ai vu des tentatives d'explication, mais quand on connaît le potentiel, on est quand même en droit, quand on connaît le potentiel de la RDC, de se dire, mais franchement, est-ce la meilleure chose à faire? Mais on est aussi en droit de penser que, bon, aujourd'hui, il faut d'abord parer au plus pressé. Il y a un problème, et surtout si vous êtes dans le Grand Katanga, mais pas seulement, je pense, Clinton, vous ne me contredirez pas, aujourd'hui, la situation est catastrophique. Ça commence à menacer même la paix sociale. Le prix de la farine de maïs, l'aliment de base est en train de monter à une vitesse vertigineuse. Ça n'est plus tenable. Donc, je pense que tout père de famille, quand il y a le feu à la maison, on cherche d'abord à éteindre le feu. Là où je serai plus intransigeant, là où je serai plus
moins compréhensif, c'est si ces efforts actuels ne sont pas immédiatement, mais alors immédiatement, suivis d'une vision, d'une politique de développement agricole, que l'on comprenne où on veut y aller, où on veut emmener notre pays et que l'on sorte enfin des slogans, par exemple pour la RDC, des 80 millions d'hectares de terres arables, d'autant de ceci, d'autant de cela. C'est des slogans qui sont basés sur la réalité, mais il faut comprendre une chose, les amis. Aussi longtemps qu'on ne peut pas exploiter, on ne se met pas en position d'exploiter ce potentiel-là, on reste un pays pauvre. Donc parfois, il faut avoir l'humilité d'aller d'aller en Zambie, un pays qui normalement devrait être moins riche que la RDC, y compris dans son sol, je ne parle même pas du sous-sol, mais bon voilà, allez voir ceux qui le font et puis ouvrir le secteur. Ouvrir le secteur parce que quand vous regardez des pays qui, eux, sont bien loin devant, comme l'Afrique du Sud ou le Zimbabwe il y a quelque temps, c'est pas seulement l'État, c'est pas le secteur public privé qui tire ce domaine-là, c'est les privés. Donc ouvrez l'environnement et rendez-le potable pour que les grands investisseurs viennent, pour que les investisseurs locaux et étrangers viennent développer notamment l'agriculture. Voilà, donc merci pour le commentaire qui nourrit cette réflexion. N'hésite pas à nous ajouter quelque chose. Je veux voir ce qui se passe dans votre région du monde là-dessus. Si c'est, j'attends toujours ton commentaire depuis le Mali pour nous dire un peu, voilà, et profite-en pour t'abonner. Je vois que tu es sur LinkedIn, merci beaucoup. Je vais vérifier, m'assurer qu'on est en contact professionnel sur LinkedIn, mais abonne-toi aussi sur la chaîne YouTube, je te prie, parce que ça me permet de rendre cette chaîne un peu plus visible et vous savez comment le référencement marche. Donc voilà, les amis, on avance un peu et continuez à envoyer des questions. Je les prendrai comme elles arrivent. Donc, il y a l'agriculture, mais il y a aussi le tourisme. Il n'y a pas un seul pays africain, les amis, qui manque de tout. Il y a toujours quelque chose partout. Regardez la Zambie, on est en train de faire une focale sur les ressources minières, mais la Zambie est un pays très touristique. Je ne sais pas si vous le saviez. Moi, j'ai parcouru la Zambie de long en large, par route notamment, ou par train, mais c'est incroyable, c'est un potentiel incroyable. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler des Vic Falls, des chutes Victoria, vous savez, qui se trouvent à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, mais c'est absolument incroyable. Absolument incroyable, dans un potentiel, mais c'est pas que ça c'est juste l'affiche. Il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Donc, eux, ils essayent, les Zambiens, d'organiser leur secteur. Mais quand on pense à beaucoup d'autres pays, bon, c'est compliqué. Le secteur, notamment du tourisme, en Afrique, il est en berne pour une raison toute bête. D'abord, il faut commencer par la paix, la sécurité. Qui va aller faire du tourisme lorsque les chances de se faire décapiter sont de 50%? Qui va aller oser? Ça s'appelle pas du tourisme, ça s'appelle du suicide. Voyez-vous? Donc voilà, c'est pour ça que parfois quand on lésine un peu sur les moyens pour pacifier nos régions, pour viabiliser les intérieurs de nos pays, bon, moi je me dis, c'est à se demander parfois si les gens qui doivent prendre ce genre de décisions-là, ils ont vraiment à cœur le bonheur de ces peuples-là qui dirigent, parce que il y a des notions, il y a des sujets sur lesquels on ne devait même pas discuter, comme pacifier nos régions. Je sais, les amis, c'est complexe. Je sais, il y a beaucoup d'ingérence. Je sais, il y a des gens, y compris de plus puissants que nous, qui n'ont pas intérêt à ce que ça se pacifie. Mais c'est ça le combat. C'est ça le combat de notre génération. C'est ça le combat des générations d'avant. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont échoué à plusieurs égards, mais à certains égards, ils ont quand même laissé des bases. C'est là que vous et moi, jeunes Africains, dont le temps est arrivé, nous devons être intransigeants. Nous devons absolument, mais alors plus faire semblant lorsqu'il s'agit de parler de la sécurité et de la paix de nos pays respectifs. Voyez-vous? Donc voilà, tourisme, mine, agriculture, mais il y a aussi les services, les amis. Il y a les services, avant de parler d'autres services, un potentiel tout bête qui aujourd'hui est vraiment, tout le monde en parle et personne ne veut rater ce virage-là, c'est la production d'électricité. Quand on regarde ces pays africains, pour la RDC, c'est quoi? C'est 11, 12, 13% d'électrification, d'accès à l'électricité. Voilà, très peu sont les pays
en Afrique qui ont des taux vraiment dignes, au-delà de 80% et tout ça. Donc, il y a besoin de générer, de transporter et de produire, de faire de la production électrique. Et quand bien même il y en aurait déjà assez aujourd'hui dans certains pays, si on obtient l'industrialisation que l'on recherche, eh ben, on va se retrouver à créer beaucoup d'industries. C'est ça le problème, les amis. Aujourd'hui, il y a certains coins où on s'inquiète pas qu'il n'y ait pas de courant parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vous pensez que vous avez une bonne production, mais attendez qu'il y ait 2-3 usines dans ce quartier-là. Vous verrez qu'il n'y aura plus de courant. Donc, on doit produire suffisamment pour nos besoins, produire suffisamment pour nos besoins, notamment dans la transformation locale. Parce que vous verrez, on parle ici, on ne transforme pas localement, mais si on doit transformer localement, il faut qu'on ait une source d'énergie qui soit viable, qui soit sûre. Qui va ouvrir une usine dans un coin où il n'y a pas de courant? Donc, ça nous amène vers les énergies renouvelables. Nous avons le solaire. Les énergies renouvelables, elles sont pas là, elles sont pas une panacée, mais c'est des solutions en Afrique comme ailleurs. Les hydrocarbures, je parle d'hydrocarbures, les énergies hydrauliques, donc voilà, les cours d'eau, les barrages sur les cours d'eau, ça reste la source la plus sûre d'énergie. Parce que toutes les autres, elles aident, mais ce qu'on dit moins dans les énergies renouvelables, ce qu'on dit de moins en moins, ou ce qu'on dit moins, soit par abus de langage, soit parce qu'on y va trop vite, ou alors parce qu'on n'aimerait pas décourager certains investisseurs, c'est qu'elles sont aussi intermittentes. C'est-à-dire, quand vous avez du solaire, eh ben, quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'énergie. Quand vous avez de l'éolien, eh ben, quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'énergie. Et donc, vous en stockez très peu, parce que le stockage de l'énergie, les experts vous diront, ça reste un des plus gros enjeux de développement du secteur. Produire, ça va encore. Stocker, c'est très compliqué. Distribuer, c'est encore plus compliqué. Voyez-vous? Donc, tout ça, ça fait partie de la chaîne des infrastructures que nous devons faire pour éviter la dépendance, on va dire, chronique sur les énergies renouvelables, mais aussi les services. Il y a la tech. Donc, voilà. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de ce document en commentaire de la vidéo ou dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous abreuver de tout ce qui est dit dedans, et il y a même d'autres détails qui pourraient vous intéresser plus que ça. Mais c'est pour dire, la Zambie est dans un problème aujourd'hui, mais elle est en train de faire quelque chose pour s'en sortir. Il faut que ce soit un exemple pour nos autres pays. Il y a un problème, la croissance, elle va baisser par la force des choses, mécaniquement, puisque nous dépendons trop du secteur extractif. Donc, ce qu'il faut faire, il faut diversifier le secteur hors mine, les secteurs hors mine, parce que c'est plusieurs. Agriculture, technologie, services, finances, tourisme, avec tous leurs corollaires, doivent être développés. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? J'aimerais vous entendre à ce sujet. Commentez, partagez, n'oubliez pas de me revenir. Et la discussion continue, vous connaissez le principe. Après ce live, on va raccrocher d'un moment à l'autre et la discussion continue. On s'écrit sur LinkedIn, on s'écrit sur Facebook, on s'écrit sur YouTube, on partage, on intéresse d'autres, des experts en la matière, des étudiants en la matière, ceux qui pourraient s'inspirer de ces discussions pour avoir des sujets de thèse, pour avoir des sujets de recherche, ceux qui ont fait des recherches et qui pourraient venir nous édifier avec leurs résultats, parce que nous, ici, on essaie de vulgariser et par la force des choses, on ne peut pas aller dans autant de profondeur qu'on aurait souhaité dans un numéro d'1 heure ou moins. Donc voilà un peu, les amis, ce que j'avais à partager avec vous là-dessus. Diversification, ça reste la solution.